Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal annonce une opération contre la rébellion en Casamance, une offensive qui vise à démanteler les bases du leader du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, Salif Sadio. L'activité du crédit est en recul au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Une baisse de 19,98% entre 2020 et 2021 a été constatée par la Banque centrale. Un déclin attribué à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Et l'instabilité géopolitique que traverse le monde met en lumière la question de la sécurité alimentaire. C'était justement le thème de la 12e édition des tables rondes de l'Arbois qui s'est récemment tenue au Maroc. Mais tout d'abord, le centrafricain Maxime Mokoum, ancien chef du groupe rebelle anti-Balaka, a été remis ce lundi 14 mars à la Cour pénale internationale. C'est du Tchad, où il avait été arrêté fin février, qu'il a été transféré. Maxime Mokoum est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Bangui en 2013 et 2014. Il est à noter que cet ancien anti-Balaka faisait l'objet d'un mandat d'arrêt secret émis en décembre 2018. Il est le 4e responsable centrafricain placé derrière les barreaux de la CPI. Au Sénégal, l'armée a annoncé avoir lancé une opération contre les rebelles de Casamance dans la nuit du 13 au 14 mars. Une offensive qui vise à démanteler les bases du leader du mouvement des forces démocratiques de Casamance, Salif Sadio. Le but, favoriser le retour des déplacés dans ce conflit séparatiste vieux de 40 ans. Plus de détails avec Nathalie Mo. L'armée sénégalaise a lancé le 13 mars 2022 des opérations de démantèlement du groupe rebelle Mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Cette mission de sécurisation qui vise à neutraliser le chef de ce groupe rebelle, Salif Sadio, a également pour objectif de détruire toutes les bandes armées opérant le long de la frontière nord du pays, a indiqué l'état-major sénégalais dans un communiqué. Le démantèlement des groupes tels que celui que dirige Salif Sadio n'est possible qu'à travers une approche hybride, mettant en combinaison des actions civiles et militaires. La dimension militaire d'une telle approche doit se construire autour des actions de désarmement et de démobilisation, le but étant de déconstruire l'architecture politico-militaire de ces groupes rebelles. La sécurisation de la Casamance devrait permettre le retour des plus de 52 800 déplacés de cette région en proie à des tensions séparatistes depuis 1982. En janvier 2021, l'armée a lancé une opération contre les bases du MFDC pour permettre ces retours ainsi que lutter contre la contrebande de bois qui a déjà fait perdre plus de 10 000 hectares de forêt à la Casamance. La neutralisation de Salif Sadio à elle seule ne suffira pas à convaincre les déplacés de retourner chez eux. En plus des actions militaires, donc, il faudra également mener des actions civiles, parmi lesquelles le dédommagement des victimes, de toutes les victimes associées au conflit. Il faudra également adopter des politiques de relèvement social, notamment une réforme foncière pour assurer l'accès de tous à la terre. Il faudra penser un plan de reconstruction socio-économique. Les opérations de l'armée sénégalaise contre les positions du MFDC interviennent presque 3 semaines après la libération de cet otage militaire de la mission de la CEDEAO en Gambie. Des militaires capturés par les hommes de Salif Sadio après un accrochage le 24 janvier en territoire gambien. Également dans l'actualité, les concertations entre les groupes armés du Tchad doivent reprendre ce mardi 15 mars à Doha, au Qatar. Objectif affiché, arriver à désigner 10 délégués avant ce mercredi matin pour que les négociations puissent reprendre. Rappelons que le pré-dialogue tchadien qui réunit le gouvernement de transition et 52 groupes politico-militaires pour des séances de travail est ouvert depuis le 13 mars. Il a été suspendu à cause d'un nombre trop important de personnes autour de la table des discussions. Jusqu'à ce stade, aucun consensus n'a été trouvé. Le dialogue qui devait se tenir au mois de mars a été reporté au 10 mai.
L'activité des crédits octroyés par les banques et les établissements financiers des différents pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a connu une baisse de 19,98% entre le deuxième semestre 2020 et le premier semestre 2021. Un déclin que la Banque des États de l'Afrique centrale attribue à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Un sujet de Nathalie Moe. Du deuxième semestre 2020 au premier semestre 2021, l'activité de crédit au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est inscrite en baisse de 19,98%. Le montant des nouveaux crédits mis en place est revenu de 3 820,7 milliards de francs CFA au deuxième semestre 2020 à 3 057,6 milliards au premier semestre 2021, d'après des indications d'Abbas Mahamat Toli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cette réduction a été attribuée aux effets de la pandémie de Covid-19. Le banquier a son comportement. Si le risque est élevé, lui, il augmente le niveau de crédit, de garantie. La garantie n'est pas offerte. Le banquier préfère garder sa marchandise par-devers lui. Et sa marchandise s'appelle le crédit. Au sein de la zone CEMAC, un rebond de l'activité économique a toutefois été noté au cours de l'exercice 2020-2021. Une relance qui a atteint 8% en glissement annuel. Et dans ce contexte, les grandes entreprises demeurent les principales bénéficiaires des concours bancaires avec 58,52% du volume total, suivi des particuliers à 17,82% et des PME à 17,17%. Les banques commerciales constituent l'essentiel de l'offre, représentant 98,85% de l'encours total. Des experts préconisent une diversification des offres de crédit. On peut penser maintenant aux banques de développement qui ne sont plus la banque commerciale, mais là, c'est les pouvoirs publics qui doivent y penser parce que les banques de développement nous donnent la possibilité donc de financer, non pas en tenant compte spécialement des performances, des critères purement financiers, mais plutôt des critères d'ordre économique. En 2022, les établissements de crédit de l'espace CEMAC font face à une croissance de la demande de financement de la part des entreprises et des particuliers. Le 1er mars, 200 milliards de francs CFA de liquidités ont été injectés dans les établissements financiers par la BEAC. Augmenter la production de phosphate pourrait être une solution pour assurer la sécurité alimentaire. Cette hypothèse émane de la 12e édition des tables rondes de l'Arbois qui s'est récemment tenue au Maroc. Une réflexion nécessaire à l'heure où la géopolitique mondiale est bouleversée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Deux acteurs importants sur le marché agricole mondial. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. L'impact de l'usage du phosphate dans le rendement agricole était la thématique maîtresse des échanges tenus entre de nombreux chercheurs du continent à l'occasion de la 12e édition des tables rondes de l'Arbois tenue au Maroc le 9 et 10 mars 2022. Ainsi, selon des experts, augmenter la production de phosphore devrait permettre de garantir la production mondiale des aliments nutritifs pour les générations présentes et futures. De leur avis, l'usage des engrais est l'un des moyens les plus efficaces d'augmentation de la production agricole en Afrique. Le nitrogène, le phosphore et le potassium sont considérés comme éléments macro qui sont d'ailleurs essentiels pour la production des aliments nutritifs. Toutefois, le phosphore est l'élément le plus essentiel dans la production d'engrais nécessaires pour nourrir les terres. 80% du phosphore extrait dans le monde est utilisé en agriculture et les autres 20% pour les besoins industriels. 11e élément minéral le plus demandé dans le monde, le phosphore est indispensable dans le développement des engrais phosphatés nécessaires pour nourrir les terres selon des experts. En effet, 80% du phosphore extrait est utilisé en agriculture. En Afrique subsaharienne, la quantité moyenne d'engrais utilisée est de 16 kg par hectare contre une moyenne mondiale de 138 kg par hectare. D'où la nécessité pour certains experts d'augmenter la production engrais phosphatés au Maroc et dans les autres pays africains afin d'assurer une sécurité alimentaire pour tous. Aujourd'hui, les estimations démontrent que la moitié des denrées alimentaires produites dans le monde sont faites grâce aux engrais tirés des compositions de nitrogène, potassium et de phosphore. Cependant, le phosphore reste l'important des trois éléments qui d'ailleurs, ensemble, permettent de créer des engrais de très bonne qualité.
soulignant qu'outre la nécessité d'accroître la production de phosphate en Afrique, d'autres thématiques telles que le rôle du réchauffement climatique global et les nouvelles techniques agricoles à mettre en place afin de garantir une production en continu des aliments nutritifs ont également été abordées lors de cette table ronde. L'Afrique est à la traîne en termes de vaccination. En février dernier, seulement 11,3% de la population était entièrement vaccinée, alors que l'Union africaine vise un taux de vaccination de l'ordre de 70% d'ici juin 2022. Pour parvenir à cet objectif, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont décidé d'impliquer les jeunes leaders pour sensibiliser et convaincre les plus réticents. Les explications de Nathalie Mo. Impliquer le leadership jeune dans la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Covid-19, telle est la nouvelle initiative des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. L'Agence de santé publique de l'Union africaine vise l'atteinte d'un taux de vaccination de 70% d'ici fin juin 2022, ce pourcentage représentant également la population jeune d'Afrique. Le programme vise à sauver des vies et des moyens de subsistance sur le continent. 70% de la population d'1,3 milliard de personnes que compte l'Afrique, ce sont des jeunes. Les impliquer activement à exercer leur leadership et leur adhésion à cette initiative nous confère de bonnes chances d'atteindre ce niveau. Autre évolution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique, la signature d'un protocole d'accord entre le Kenya et le laboratoire Moderna afin d'établir la première usine de fabrication d'ARN messager sur le continent. L'infrastructure devrait produire jusqu'à 500 millions de doses de vaccins chaque année. Je pense que le démarrage de la production au sein de l'usine ne saurait tarder, du fait de l'intérêt marqué qu'ont témoigné les différents signataires pour le projet, notamment le président kenyan Uhuru Kenyatta, le directeur général de Moderna et des officiels des États-Unis. Au 10 mars 2022, l'évolution de la propagation du Covid-19 a ralenti en Afrique. Lors du dernier rapport des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, il ressort qu'aucun pays membre de l'Union africaine n'a connu une nouvelle vague de Covid-19 en 10 jours. Il y a eu une diminution moyenne globale de 25% des nouveaux cas signalés en Afrique au cours des 4 dernières semaines. Une révolution parmi les cadres techniques semble s'opérer dans le monde du sport au Sénégal. Les anciennes joueuses de football occupent de plus en plus de postes clés à l'échelon national. Plusieurs internationales à la retraite font partie de l'encadrement du football sénégalais, comme nous l'explique José Douglas. Jadis occupés par les hommes, les postes de responsables techniques dans les équipes nationales au Sénégal sont de plus en plus confiés aux anciennes joueuses reconverties pour booster le football féminin. Et 10 ans après avoir pris part à une phase finale de la CAN féminine, nos confrères de la CAF rendent un hommage mérité à ce football sénégalais conduit aussi par les femmes. Il était temps qu'on arrive à cette responsabilité des femmes et notamment des anciennes internationales qui sont désormais outillées pour aider à la massification de la pratique du football chez les jeunes filles. Au Sénégal, il est toujours difficile d'être entraîneur et la situation est encore plus difficile pour les dames. Seni Dirsek, ancienne capitaine des Lions de la Teranga équipe, précise également que l'entraîneur principal de l'équipe nationale féminine A est toujours un homme, Mam Moussa Sissé, qui désormais dispose d'une collaboratrice. Il s'agit de l'ancienne internationale Soukei Sissé. Pour les U20, la titulaire Aïcha Henriette Diaye est secondée par Serena Lena Gomis, des ex-capitaines de l'équipe nationale. Chez les U17, il y a l'ex-arrière droit des Lions, Bayang Thiam, et qui fait partie du staff, Oulaï Dieye, également ex-gardienne des Lions lors de la CAN féminine 2012. Ces techniciennes préfèrent le terrain pour démontrer aussi leur savoir-faire. Franchement, la fédération a pris le problème à bras le corps. Il y a régulièrement des stages et les parents sont plus réceptifs. Nous avons de grandes ambitions dans le football, mais le seul résultat peut crédibiliser notre travail et malgré la volonté des dirigeants, si au bout on se fait éliminer à chaque sortie, il serait difficile de défendre certaines positions. La direction nationale approuve, c'est une vraie révolution au Sénégal à tous les niveaux et les filles seront jugées sur les prochains résultats. Mais l'esprit de conquérante existe dans le milieu féminin, pas de doute, la CAF a eu raison de lancer ce coup de projecteur.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.